Salut Virginie, merci d'être là pour parler de ton parcours et de ton travail aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Benjamin, avec plaisir. Donc tu as été directrice de production sur le film Sirocco et le Royaume des courants d'air qui va sortir bientôt ou qui est déjà sorti, je pense, au moment où la vidéo sortira. Et on va parler sur tout ça, mais je pense qu'on va faire d'abord un petit point sur ton parcours et les différentes choses que tu as faites, que ce soit au niveau des études et de comment t'es arrivé dans le milieu de l'animation. On a le temps de discuter, donc il y a le temps d'étayer un petit peu tout ça, quoi. Tu imagines, oui, je commence à avoir quelques heures de vol. Alors, je vais essayer quand même de pointer les moments clés. Ouais. Un bac scientifique par injonction parentale, mais le départ du père autoritaire m'a permis de faire ensuite des études alors universitaires, hein, un Mhm. cursus vraiment universitaire que j'aime et j'assume. Euh, Vers la communication, à l'époque ça s'appelait un DUG, communication et sciences du Ouais. langage, et puis j'ai découvert ATI, Arts et technologies de l'image à Paris 8, Saint-Denis, anciennement Vincennes. J'ai aperçu des entretiens sur ta chaîne de personnes qui pouvaient venir de cette belle source. Oui, que je Et connaissais pas d'ailleurs, mais qui apparemment est, enfin, oh, ça semble être vraiment, extraordinaire, vraiment bien parce que ça mélange technique et le vers l'artistique et je exactement, pensais pas que ça existait. exactement. Ouais. Et ce sont vraiment des pionniers. Maintenant, les fondateurs, fondatrices sont partis à la retraite, mais la relève est vraiment bien assurée et ça continue à être, c'est épatant, vraiment toujours aussi innovant, toujours aussi un pied dans l'art, un pied dans la technologie. Et il y a une émanation, une petite sœur de cette formation à Montpellier, où je suis partie vivre en 2010. À Montpellier 3, l'université Paul Valéry, il y a aussi un master pro création numérique qui est tout aussi épatant et plus récent. Ok, bah c'est Donc bon je à me savoir suis parce que voilà. c'est justement les formations plus, enfin, Ah on a oui. l'impression qu'il faut forcément faire de l'artistique pur Mhm. pour rentrer dans ce domaine-là, alors qu'en fait il y a d'autres voies aussi Il faut deux importantes, pieds quoi. pour marcher, hein. Il faut deux pieds pour marcher. Alors, au début, ça pouvait être, moi quand j'ai commencé, ça pouvait vraiment être mal jugé. Si j'ai besoin d'artistes, je vais, à l'époque, c'était les Arts Déco, c'était Mm. l'ENSAD des Arts Déco. Si j'ai besoin de quelqu'un qui sache coder, je vais voir une école d'ingénieur en informatique. Mais qu'est-ce que c'est que ce Ouais. non-sens d'art et technologie? Et en même temps, c'est pour ça que c'est bon de rappeler que c'était anciennement Vincennes, l'université de Vincennes, qui est vraiment au lendemain de 68. Il y a parmi les fondateurs, fondatrices d'ATI, vraiment, il y avait Michel Brett qui venait des mathématiques, Marie-Hélène Tramu de la philosophie, il y avait informatique, il y avait beaux-arts, donc c'était vraiment déjà un mélange, une transversalité Ouais. qui est restée et qui, au départ, était vraiment précieuse parce que l'infographie était un métier polyvalent. Et puis, avec l'industrialisation, les métiers se sont spécialisés. C'est là où des écoles privées et beaucoup plus droit au but, on va dire, Mm. se sont créées, développées, explosées. Et donc, moi, je vais entrer à ATI un peu par hasard, parce que le DUG que j'avais fait à Paris 13, qui était très nouveau aussi, il n'y avait rien derrière, il n'y avait rien après. Ouais. Donc j'avais ce bac plus 2 et envie d'apprendre, ce qui m'a jamais quitté. Et donc je suis allée passer l'entretien pour entrer à ATI, où j'ai fait, à l'époque on entrait avec un bac plus 2. Maintenant, on peut entrer dès le bac, licence, maîtrise, et puis je suis restée finalement pour aller jusqu'au au Graal du doctorat, mais parce que j'étais pas une très grande développeuse, une très grande codeuse, donc j'avais pas priorité sur les quelques machines du DEA à l'époque. Donc j'ai pu faire finalement mon doctorat en entreprise avec un dispositif que tu connais peut-être qui s'appelle une convention CIFRE, CIFRE. Ouais. Et donc, ça s'est beaucoup développé. Moi, j'ai fait partie des premières et dans ce domaine-là aussi. Et donc, c'est un partenariat entre le laboratoire de recherche de la fac, une entreprise, un studio d'animation. Moi, c'était la société Deus, qui n'existe plus, qui a fermé depuis. Et puis, l'ANRT, l'agence de la recherche, je ne sais plus quoi.
Et ce qui permet en fait pendant 3 ans, d'avoir un CDD, ce qui est juste miraculeux dans ce domaine, pour faire sa recherche tout en travaillant et donc en appliquant, en ayant des cas concrets. Donc ça dépend des sujets. Il y en a beaucoup et il y en a pas mal qui sont sortis d'ATI aussi avec ce genre de doctorat et qui permet aussi d'entrer dans la vie active. Et ton doctorat, il était basé sur quoi en particulier Je comme peux te recherche dire et le tout? titre. Je peux te dire le titre. Ouais. C'est comme on connaît la chanson, Agnès Jaoui. J'ai soutenu en 1996, hein, entendons-nous. Et donc ça s'appelle la synthèse d'images tridimensionnelles animées, au-delà d'une simulation réaliste. Donc tout le propos, parce que ATI, c'est sous l'égide du département aussi esthétique, art. Et donc c'était sur l'approche esthétique. Pourquoi des logiciels qui reposent entièrement sur des algorithmes s'évertuent à recréer du réalisme. Et Donc pas aller avec des vers modèles vers du d'éclairement, stylisé, des etc. Ouais. caméras. Exactement. On a, en gros, ça disait que l'anime 3D, donc on est dans les années 90, hein, était vraiment coincé entre le plateau de tournage où on reprenait les principes des caméras avec les lentilles, les focales, etc., les lumières, spots, plans, voilà. Donc on est d'un côté comme si on avait un petit plateau virtuel et de l'autre des principes de l'animation traditionnelle avec des images, des poses clés, des intervalles. Et donc finalement, cet outil qui peut être tout à fait innovant, aller se retrouver coincé entre papa et maman, cinéma et animation traditionnelle. Et donc, voilà. Et donc, j'avais fait 3 petits films très courts-métrages expérimentaux qui illustraient, c'était aussi une thèse qui s'appelle mixte, quand on a une partie théorique et une partie pratique, ce qui allège le document du doctorat à 300 pages. Voilà, 300 pages de rédaction. Ce qui fait déjà un peu peur, hein, 300 pages de rédaction, mais ouais. Eh bien, alors mon cher directeur de recherche Edmond Couchot, qui a disparu il y a 2 ans, et il y a un très grand, ça vaut le coup ça, un très grand hommage qui lui a été rendu à Paris 8, où j'ai eu le plaisir de participer pour témoigner aussi de l'importance de la présence d'Edmond dans mon parcours. Alors même si à la fin il m'avait dit, j'espère Virginie que tu ne veux pas t'orienter vers la recherche, c'était un peu vexant, mais j'ai compris finalement, je suis toujours restée un pied du côté de l'université, de la recherche, et un pied dans la production, ce qui m'a permis de ne pas devenir folle et de ne pas non plus prendre la poussière. Oui. Et Edmond m'avait dit, ce sont les 10 premières pages. Ce sont les 10 premières pages qui sont difficiles. Et en effet, pour écrire les 10 premières pages du mémoire, ça a été vraiment laborieux. Et puis, une fois ce cap passé, j'ai pris vraiment grand plaisir à l'écriture et ça m'a jamais quitté non plus, le fait d'organiser sa pensée. Et c'est aussi vraiment le cadeau du doctorat, de réfléchir à ce qu'on fait, de prendre du recul, d'agencer sa pensée, oui, c'est de la démarche de recherche et c'est comme ça que, au fil de mon parcours, j'ai toujours eu la chance d'être sur des projets finalement innovants et qui faisait avancer le schmilblick de la 3D. Donc, alors, j'ai ce doctorat, j'obtiens ce doctorat avec les félicitations du jury, et finalement, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à travailler. J'étais déjà, j'assistais à quelques séminaires à la fac, mais j'étais déjà infographiste chez Deus, donc carrément. Et à l'époque, j'utilisais Alias, qui est l'ancêtre de Maya. Et c'était l'époque où il y avait Explore, le logiciel français, qui travaillait en polygone, alors que Alias travaillait avec des NURBS. C'était vraiment le tout début des années 90. Donc je vais travailler, et puis parce qu'à la fac, à ATI, on codait, et comme moi, mon programme n'allait pas plus loin que, j'avais réussi quand même à modéliser un cube en fil de fer qui tournait sur l'axe des Z. Mais je n'ai jamais réussi à trianguler et à remplir les facettes. Donc, je me suis résignée à utiliser le logiciel de Michel Brett qui s'appelle Aniflow. Et donc, en sortant de là, je découvre Alias avec une interface, avec des NURBS, néanmoins, qui générait un code
et on travaillait sous VI à ATI à l'époque, et ce code est en langage C. Et ce code qu'il générait permettait, c'est ce qui m'a permis dans mon premier film, de faire clignoter une lumière, alors qu'à l'époque, dans le logiciel, c'était impossible à faire. Donc d'aller récupérer un pseudocode et de pouvoir mettre une variable et la faire varier. Donc je me retrouve finalement infographiste et je vais finalement changer de boutique, et l'événement important suivant, ça va être de m'embarquer dans l'aventure Kaena, la prophétie, le premier long métrage 3D français, co-réalisé par Chris Delaporte et Pascal Pinon, et développé, produit, porté pendant des années par Shaman, Denis Friedman, et à quelques mois de la livraison, finalement, Shaman, le studio ferme, et c'est Xilam qui va racheter le film, l'équipe, et on va terminer, et le film sortira sous la bannière de Xilam. Et je me suis embarquée normalement pour 1 an. J'ai finalement travaillé 5 ans de ma vie sur ce film, et je ne me suis pas rendu compte tout de suite de tout ce que j'avais appris. Oui. Parce que personne n'avait fait de long métrage. C'était une très jeune équipe. Bon, moi, j'étais pas vieille, mais j'étais quand même parmi les aînés. Et j'ai eu 30 ans sur Kaena. Et c'était des personnes qui venaient du jeu vidéo ou du graffiti ou de nulle part. C'était vraiment une équipe très, très très jeune et audacieuse, et on était sur 3D Studio Max, ce qui a été la risée de toute la profession. Ils disaient, c'est quoi ces jeunes Kaira qui prennent, parce que les studios avaient ces gros logiciels à l'époque, donc Explore, Alias, Wavefront, Softimage, c'était les gros mastodontes qu'on pouvait pas utiliser chez soi. Ouais. Alors que 3DS est tourné sur PC, et il y avait cette population. Et j'y reviendrai parce que maintenant, je retrouve cette liberté avec Blender. C'est ce que j'allais dire, qu'on y reviendra, Exactement. mais maintenant, il y a des outils qui sont bien plus Exactement. accessibles, etc. Ouais. Mais à l'époque, donc, on pouvait craquer 3DS. C'est pour ça qu'après, les gros logiciels sont devenus craquables, parce que ça se mettait 3DS se mettait à faire une concurrence, parce que justement, j'ai mon chat qui veut participer. Et donc, c'était la risée de tout le marché, parce qu'il y avait à cette époque-là, que ce soit Vidéo System qui avait essayé de faire Don Quichotte ou Star Watcher, enfin, il y avait eu vraiment, tout le monde voulait faire un long, mais personne n'y arrivait, parce que aussi, enfin, moi, ma vision des choses, c'est que dans ces boîtes de post-prod, finalement, c'était des studios de post-prod, ils avaient l'habitude de faire de très belles choses, mais c'était quelques secondes. Ça, j'ai essayé de la neutraliser, mais et donc, ils faisaient quelques secondes ou de magnifiques effets spéciaux, et finalement, les gens du jeu vidéo savaient déjà faire beaucoup plus de minutage entre les précalques, etc. Et au début, Kaena, c'est un projet des 2 auteurs d'origine, c'était Chris Delaporte, certes, et Patrick Daher. Et eux venaient vraiment du jeu vidéo. Ils avaient travaillé, alors moi je ne connais pas le jeu, hein, mais sur Art of Darkness, qui avait fait un très gros succès, et dont Spielberg avait voulu l'adapter en long métrage. Mais ça ne s'était pas fait, mais ça avait allumé une étincelle dans l'esprit de Chris Delaporte. Et à l'époque, il n'y avait pas d'héroïne dans les jeux vidéo. Donc ils ont écrit le projet qui s'appelait Gaena au début, pour faire un jeu vidéo avec une héroïne. Lara Croft n'était pas née. Et donc c'était un jeu vidéo. Donc Denis Friedman, lui qui venait du jeu vidéo aussi, lui c'était Psygnosis, l'antenne jeu vidéo de Sony en France, je crois, monte son studio Shaman et embarque ces 2 genoux avec leur projet Gaena. Et donc ils vont commencer à faire une intro qui montre l'univers, le personnage, l'héroïne. Et puis, Canal+ va voir ça, va dire c'est super. Donc, c'est passé par la forme, moi, j'étais pas encore, ça passait par la forme d'un spécial télé. Et finalement, en voyant la qualité
de l'univers, tout ça, Studio Canal a dit nous, on est partant pour un long métrage. Donc les choses se sont faites un petit peu Oui. à l'envers. Il n'y avait pas de scénario de long. Il y avait plutôt un univers, des peuples, je ne sais pas si tu l'as vu ce film, mais Non. une quête. Alors finalement, il y a toute une communauté. La sortie a été ratée, c'était en 2003. La personne qui croyait beaucoup au projet, la Studio Canal, est partie. Bon, le film a des défauts aussi, hein, mais il est quand même très honorable. Je l'ai revu récemment sur grand écran parce que les étudiants de la fac à Montpellier l'ont programmé. Et donc Ah oui. je l'ai revu à l'Utopia de Montpellier, là, il y a 2 mois. Incroyable. Et finalement, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à l'issue de mon contrat, j'ai fait un passage chez Sparks, Guillaume Éloin, Jean-Christophe Bernard, Guillaume qui créera Timto ensuite, où je faisais de la direction artistique, ça n'avait pas de sens. Et j'ai dit, j'arrête la réclame. Il y a eu un moment où ça a été une très bonne école, j'ai vraiment fait mes classes, je n'ai jamais été une grande technicienne infographiste. Et les réunions du vendredi soir à 25 pour choisir la couleur de la tâche pour le prochain chat méga perle, bien un moment, c'est d'une absurdité. La ménagère de moins de 50 ans. Donc j'avais dit, voilà, j'arrête la réclame, et c'est à ce moment-là que, finalement, je vais me spécialiser sans le savoir encore dans le long métrage d'animation, mais comme c'était le premier Kaina. Donc ça, c'est quand même un sacré morceau. Et puis, sorti de ces 5 ans-là, je vais avoir des épisodes personnels où je vais devenir maman. Donc je date mes enfants aussi au fil des productions. Et la rencontre essentielle suivante, c'est avec Michel Oslo, où j'avais justement des amis, une grande copine d'ATI qui travaillait chez MacGuff. Et je vais déjeuner avec elle et je découvre qu'elle est en train de faire des recherches graphiques sur un personnage d'Azur et Asmar. Et donc, je vais rejoindre MacGuff pour contribuer à leur premier long métrage d'animation. Et aussi avec Michel Oslo, donc le papa de Kirikou, mais qui découvre la 3D. Oui. Et son équipe aussi, ses 2 bras droits, Anne Keller et Eric Serre, venaient vraiment de l'animation 2D, notamment Kirikou et la sorcière. Et donc, et aussi la production, Michel va quitter Didier Brunner, les armateurs, Kirikou, pour rencontrer Christophe Rossignon, Ève Machuel, Nord-Ouest Productions. Nord-Ouest qui s'est illustré, Christophe Rossignon, il avait découvert Vincent Kazovitz quand il faisait du court-métrage. Donc, il ne produisait pas du tout d'animation. Et moi, j'ai adoré aussi travailler avec une production de prise de vue réelle, où le scénario est essentiel, les gens, et ils ont des vrais imprévus sur les tournages. Quand nous, on a des machines alignées, on est censé pouvoir quand même anticiper des choses. On n'a pas la météo, on n'a pas Gérard Depardieu qui se casse une jambe en faisant de la moto. On est censé quand même maîtriser les choses. Et c'est à ce moment-là que finalement, je change de casquette. C'est pareil, ça se fait un peu de manière organique. Je vais m'improviser directrice de production à partir d'Azur et Asmar. Mais finalement, moi, je dessine pas du tout comme Eric Serre ou Michel Oslo, mais j'ai toujours, je continue à contribuer à ce que le film soit le plus beau possible. Et j'en parlerai un petit peu plus du dernier métier. Je suis encore avec cette casquette-là. Et donc, ça va être vraiment une production idyllique, Azur et Asmar, très très préparée de la part de Michel, mais préparée comme si ça allait être un film 2D. Donc moi je découvre des layouts, donc la préparation des plans sur des feuilles A3 bien dessinées, où on sait quelle personne, donc tellement bien préparé. Et donc moi je vais mouliner tout ça pour le faire entrer dans notre outil 3D. Mais ce qui est idéal aussi pour Michel, c'est que toute l'équipe va être assemblée à un endroit. C'est important pour la suite,
Tout le monde à l'époque chez MacGuff, donc un étage du parking près de la Tour Eiffel. Et on va tous ensemble travailler pendant 1 an et demi. Alors, pas toute l'équipe, mais on va dire 70 personnes sur l'image, 70-75, pas tout ensemble, mais en moyenne une cinquantaine de personnes qui travaillent ensemble. Et avec des personnes un peu de ma génération aussi chez MacGuff qui sont capables de passer à différents postes. On était quand même... Le poste d'animation, c'était déjà extrait, ça a été le premier métier qui est sorti de la chaîne de fabrication. Néanmoins, il y avait des personnes qui savaient modéliser, qui faisaient les textures et qui pouvaient aussi travailler sur la lumière. Donc, on avait des personnes, des membres de l'équipe comme ça. Donc ça commençait à se spécialiser, vu que c'était aussi un peu le L'animation, début de encore. toute façon, oui, oui. L'animation, et puis surtout avec Michel Oslo, ça a été rapidement. Et c'est comme si ça faisait, je ne connais pas beaucoup le tournage, mais c'est un peu comme si ça faisait les comédiens, comédiennes qui sont un peu les stars, et puis les équipes techniques qui mettent en valeur. Et ben, on retrouve finalement dans le film d'animation un peu ce côté, ce sont les interprètes qui vont donner vie aux personnages, incarner l'histoire, et on oublie parfois un peu la lumière, les chefs déco, les costumes, enfin, tous les autres corps de métier. Mais c'est quand même une petite équipe, 50, et le fait que des personnes puissent rester plus longtemps sur le film parce qu'ils vont occuper différentes missions, ils vont remplir différentes missions, et puis ils vont d'autant plus connaître les personnages, l'histoire, et donc on fait du meilleur travail quand on n'est pas un ouvrier spécialisé qui s'occupe des cheveux bouclés dans les scènes de pluie. Voilà, qui devient assez réducteur. Donc voilà, Azur et Asmar, c'est vraiment édifiant pour moi, et c'est un film fondateur parce que je rencontre Michel Oslo, qui reste pour une de mes idoles, un grand conteur qui raconte de belles choses, qui fait de belles images, qui veut faire du bien aux gens. Et c'est pour moi important, c'est une responsabilité quand on fait des images et qu'on les partage de ce qu'on transmet. Et ensuite de ça, je passe sous silence les enfants, 2 enfants, et ben voilà, qui ont l'âge, ma fille va avoir 20 ans, elle a fait ses premiers pas pendant Azur et Asmar. Et l'aventure suivante importante, ça va être les Contes de la Nuit, où cette fois-ci, MacGuff est en train de se faire racheter par Universal, ou est déjà racheté. Et donc finalement, parce il y a toujours une grande complicité entre Nord-Ouest Productions et MacGuff, donc ça aurait pu se faire là-bas aussi, sauf que c'est finalement une toute petite production. C'est la suite de Prince et Princesse qui avait été fait en papier découpé. Et l'idée est de faire la suite Dragons et Princesses, normalement, en pantin numérique. Donc le même principe que le papier découpé, mais tout dans Maya à l'époque. Et finalement, et c'est important pour moi de constater ça, je vais contribuer vraiment fortement à créer l'atelier Nord-Ouest. Donc on va trouver, à l'époque, ça ne se faisait pas non plus, c'est 2008, ça va être la plus grande difficulté de trouver un local avec un bail précaire. Maintenant, dans le Sentier à Paris, donc au centre de Paris, comme il y a pas mal, il y a eu la crise du textile, on a se mis à trouver des locaux qui servaient avant au textile, qui se sont transformés en studio d'animation. Et donc, on a trouvé un local, et j'ai créé c'était un tournage assez spécial pour Nord-Ouest qui a duré 18 mois. Et sans s'adosser à un gros studio. Donc c'était de vérifier que finalement, on pouvait le faire. Il y avait une grande autonomie. Donc moi, ça m'a donné des ailes après.
Et là, donc ça devait être une série Dragons et Princesses. Et là, pareil, Canal+ voit l'épisode pilote et le deuxième épisode et trouve ça très très beau et beaucoup plus riche que Prince et Princesse et décide d'en faire un long métrage. Donc il va y avoir une version série pour la télévision. Et puis les contes de la nuit, ça va être un certain nombre de contes, plus le dernier qui a été fait spécialement pour l'écran parce que c'était à l'époque la mode du relief. Ouais. Donc, cette belle absurdité, Michel a joué le jeu. C'est MacGuff qui a mis en relief, mais on avait gardé finalement toutes les couches de faire du pantin papier découpé pour du relief, donc de jouer. Et donc, belle aventure. Et donc, il va y avoir la série et finalement 2 longs métrages. Il y aura Les Contes de la Nuit qui reprend un certain nombre de courts-métrages de la collection, de la série. Et puis, l'année suivante, je crois qu'ils vont sortir les autres qui n'étaient pas sortis en salle, mais tout raplapla, en relief. Ouais. Et c'est à ce moment-là, et aussi pour des raisons personnelles, mais que je vais quitter la région parisienne. Parce que ça continue. La machine continue à s'emballer, l'industrialisation. Moi, j'ai des... Je parle franc, hein, je parle franchement. J'ai des amis qui sont toujours séquestrés dans le parking. Et moi, voilà, ce type de production ne me convient pas. Je veux pas de ça et ce type de production ne veut pas de moi. Mais tout s'est mis à s'emballer, à grossir, des grosses productions. Donc moi, vraiment, je suis partie de Paris l'été 2010 en me disant que j'allais peut-être changer complètement de voie ou bien faire un peu une pré-retraite dans une école, parce qu'il y en a plusieurs dans le sud, j'étais entre Arles, Montpellier. Et puis, finalement, une fois arrivée à Montpellier, j'avais déjà une bonne vingtaine d'années d'expérience et un esprit, on va dire, de recherche ou de critique constructive. Et j'étais convaincue qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et en fait, c'est pendant une édition du Festival d'Annecy où je suis allée en pauvresse, toute seule, partager une chambre Formule 1 à l'autre bout du lac. Voilà, et les classiques d'Annecy. Les sommets et les vallées, mais ça permet de garder de l'humilité d'une édition à l'autre. Le vent tourne. Et j'entends, il y a une présentation du Lorax, qui était le film suivant, je crois, le deuxième film d'Illumination. Et j'entends Jacques Blade aux côtés de tout le staff Universal sur la scène de Bonlieu expliquer combien les Américains leur avaient appris à travailler, que ce serait bien que les Français se rappellent un peu de l'importance de l'audience, ça. Et je suis malade. Je sors en rampant, me disant, mais le premier long métrage, Azur et Asmar, qui s'est très bien passé, on a respecté les délais, le budget, c'était une très belle aventure. Comment peut-on oublier qu'il y a quand même une exception culturelle en France, le cinéma d'auteur, etc. Donc j'étais vraiment triste. Et assise sur les marches de Bonlieu, face au lac d'Annecy, je vais être rejointe par 2 personnes importantes d'ATI, Anne-Laure et Cédric, qui vont me raconter qu'il y a un étudiant qui, le midi, présente un certain logiciel libre Blender aux autres et que c'est absolument épatant et qu'ils ont décidé de l'intégrer dans les cours. Et alors là, je me redresse et je comprends qu'il y a quelque chose à faire. Et à partir de ce moment-là, ça doit être 2012, je pense, 2012-2013. Je vais me passionner pour cette question-là et dans un premier temps, je vais organiser ce que j'ai appelé une colo Blender près de Montpellier, dans un studio qui s'appelait Ineffecto. Et il va y avoir surtout des étudiants et étudiantes d'ATI qui vont venir et je voulais tester la solidité du logiciel pour voir s'il pouvait être utilisé en production. Et les tests vont être concluants. Et donc, dans cette petite équipe
là-dedans ces petits colons qui sont venus à Montpellier. Il y avait notamment Christophe Seux, c'était lui qui enseignait Blender à ATI et qui maintenant est l'un des piliers de Autour de minuit. Ok. Roi du pipe, très fort en rig, voilà, vraiment quelqu'un de très important. Et il n'était pas seul, mais voilà, lui a vraiment beaucoup présenté Blender. Et c'est à ce moment-là, donc, voyant cette solidité, cette ouverture, je vais créer une coopérative. Je vais créer la SCOP, l'effet spécial, avec pour idée déjà de fonctionner en coopérative, loin de Montpellier, loin de Paris. Et j'avais envie aussi de travailler avec l'autre côté de la Méditerranée, plus vers le sud, Mhm. l'Europe du Sud et le Maghreb, l'Afrique, et avec du logiciel libre. Et ce principe de coopérative aussi pour que les intermittents du spectacle puissent s'impliquer aussi dans la coopérative. Donc, je vais être la gérante fondatrice d'Effets Spécial pendant 5 ans et je vais quitter la SCOP l'été 2019 où le conte de fées se termine tristement pour moi. La coopérative existe toujours, mais moi j'ai repris ma liberté et de fait, je suis devenue déesse parce que pendant cette aventure, je me suis formée parce que j'avais jamais créé d'entreprise ni même géré d'entreprise. Et donc, j'ai passé un diplôme de dirigeante d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça fait Mhm. DS et je rajoute engagé ou enthousiaste. Mais en tout cas, pendant ce chapitre-là, déjà, c'était l'héritage de mes expériences, mais aussi surtout de l'atelier Nord-Ouest, de voir qu'on pouvait fonctionner de manière indépendante. Et c'est facile, en créant un studio de toutes pièces, on peut faire le choix des outils beaucoup plus librement qu'un studio qui a 10 ans, 20 ans et qui a déjà Ou là, c'est difficile de changer. Ouais. tout un pipe. Donc, je m'étonnais que les studios ne s'entichent pas plus de Blender, mais je peux comprendre que ce soit complexe. Et parfois, certains font le choix aussi pour de mauvaises raisons, de gratuité, et parce que des fois, le montant des licences dans les studios où il y a des Mhm. centaines de postes, c'est quand même une ligne de dépenses Ouais. importante. Donc aujourd'hui, voilà, donc en quittant l'effet spécial, je voulais vraiment me laisser le temps de réfléchir à l'étape suivante, parce que j'étais vraiment allée tordre le cou à pas mal de monstres, notamment sur l'aspect financier, et j'ai eu des partenaires financiers extraordinaires qui ont vraiment compris le projet d'effet spécial et qui étaient assez audacieux. Et, et donc ça m'a réconciliée avec tout ça, mais j'étais quand même bien blessée sur j'ai un côté idéaliste qui peut être parfois même naïf. Donc j'avais besoin de réfléchir et finalement, on m'a proposé de travailler, donc avant que ça devienne la mode du télétravail, fin 2019, j'ai été contactée par des productrices de documentaires parisiennes qui m'ont même pas demandé où j'étais. C'était évident d'être à Paris. Et donc je vais Ouais, j'ai souvent ce reprendre truc-là aussi. finalement je vais reprendre ma casquette de directrice de production intermittente parce qu'on va me proposer comme ça des beaux projets. Donc je vais travailler sur la série pour Arte Chercher la femme, écrite par Mhm. Julie Gavras. Et ces productrices n'avaient jamais produit d'animation, donc elles appelaient un peu au secours et on leur avait glissé mon nom. Donc ça a été une superbe aventure avec de la stop-mo, du motion design, des gens très chouettes. Donc à nouveau, j'étais embarquée sur un projet tellement plus simple d'être sur un projet avec une équipe que de gérer une entreprise coopérative démocratique à la gouvernance partagée et blablabla. Ouais. Et c'est comme ça que finalement, un vieux copain de MacGuff va m'appeler pour me dire qu'il est sollicité par Fortiche pour aller travailler sur Arcane Mhm. et qu'il a très envie d'accepter, mais qu'il était engagé auprès de Ron Diens chez Sacre Bleu pour travailler sur Sirocco et le Royaume des courants d'air avec Benoît Chieux, et sur Flow, qui
qui était le film qui allait se fabriquer juste après Sirocco, sur lequel je suis en train de terminer en ce moment, parce que moi Oui. j'ai terminé mon travail euh, sur, euh, sur Sirocco il y a quelques mois déjà. Et donc c'est comme ça que je me retrouve à travailler avec Sacre Bleu pour la première fois en tant que directrice de production, d'abord sur Sirocco et en temps partiel et en télétemps partiel. Voilà. Donc ça a été une sorte d'échange en fait de la personne qui voulait quitter Oui. et qui ensuite a conseillé quelqu'un, quoi. Oui, en fait, alors après, il a proposé mon nom. On se connaissait pas directement avec Ron. Benoît, le réalisateur Benoît Chieux, on s'était croisés, notamment lors des Chemins de la Création à l'abbaye de Fontevraud, qui est un endroit formidable avec la nef animation, au festival de Meknès. Donc, Benoît et puis moi, j'arrive auréolée de mon travail avec Michel Oslo. Donc, il a été d'accord aussi pour que je reprenne Hmm. le poste. Mais en fait, c'est quelque chose qui se passe beaucoup entre intermittente, et quel que soit le niveau, enfin, je veux dire, le niveau de responsabilité, parce que parmi mes attributions, il y a de constituer des équipes sur les Hmm. projets. Et c'est clair qu'on le sait tous, quand on va recruter des personnes, euh, on va demander l'avis aux personnes qui ont déjà travaillé avec, où on peut Ouais. aussi recruter. Moi, j'aime autant recruter des personnes toutes fraîches sorties de l'école ou autodidactes que des personnes qui ont des heures et des heures, des années d'expérience. Mais le bouche à oreille fonctionne vraiment beaucoup. Hmm. Et quand on cherche du travail ou quand on nous en propose qu'on n'est pas disponible, eh ben, les informations circulent comme ça, oui. Ouais. C'est comme ça que Et, finalement, donc je me suis retrouvée embauchée chez Sacre Bleu sans qu'on se connaisse avant avec eux. et peut-être qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est justement ce métier de directrice de production, quel est ton rôle dans les productions, est-ce qu'il y avait une différence entre directrice de production sur un projet d'avant et sur ce projet-là? Est-ce que ça varie un petit peu des fois? Oui, la définition du rôle de directrice de production ou directeur de production, ça va vraiment varier selon les personnes, selon les films, mais en règle générale, euh, il va y avoir le travail des producteurs, productrices, délégués euh, et, et exécutifs qui sont de rassembler l'argent, trouver les Hmm. financements. Et la production exécutive, ça va être de la répartir, on va dire, sur tout l'ensemble du film. Et moi, en tout cas, mon expérience se limite quasiment à la fabrication de l'image déjà. Je m'occupe très très peu de la bande son, même de la post-prod image, même si je suis très en lien parce que c'est de nos livraisons des images dépend Oui. de la suite. Donc si le musicien a besoin de certaines choses, il faut que j'en tienne compte. Mais en tout cas, c'est vraiment centré sur la fabrication de l'image. Et en fait, moi, par mon parcours et mon tempérament, c'est ça qui me passionne, la fabrication. Oui. D'autres personnes vont peut-être plus se passionner justement sur les aspects financiers ou moi, pas du tout. J'ai besoin qu'on me dise il y a combien d'argent et on a combien de temps. Et Voilà. ensuite, voilà, cette mission, quand je l'accepte, elle est de respecter ce cadre-là et de faire pour le mieux pour que le film soit le plus réussi possible et les équipes les plus heureuses possibles de travailler là-dessus. Parce que c'est pareil, ça fait partie des promesses que je me suis faites que les personnes ne terminent pas la prod en ayant envie de J'ai tout changer de arrêté. métier Voilà. quand elles tombent pas. Voilà, on fait des métiers magnifiques, c'est inadmissible qu'il puisse y avoir voilà, une aliénation. Donc c'est d'essayer de faire, parce que c'est pas simple. Et en plus, ce copain-là m'avait dit, lui, il avait travaillé sur des grosses productions, le premier Astérix 3D, le Monstre à Paris. Donc je lui disais que lui était directeur de production de lourds métrages. Et lui Hmm. me dit, oui, mais toi, Virginie, t'aimes bien les films d'auteur, c'est à taille humaine.
un peu échelle familiale, sous-financé. Donc, bon, il y a cette contrainte-là aussi. Souvent, ça manque d'argent et ça va être le cas, par exemple, sur Sirocco. Et donc, une fois que moi, j'ai un peu le cahier des charges, il y a une subtilité qui a été vraiment présente sur Sirocco, et ça, j'avais pas vraiment l'habitude. C'est des plans de financement qui sont de plus en plus complexes. Donc, ça fait une espèce de mosaïque de financement où finalement, chacune des régions, par exemple, qui aident, ça impose forcément à la production d'aller dépenser une certaine somme à tel endroit. Donc, sur Sirocco, par exemple, il y a eu 7 lieux, comme les bottes. C'est complexe parce que, alors j'ai vraiment un grand complice, Théophile Robert de chez Sacre Bleu. Donc on a vraiment travaillé main dans la main, tous les deux, lui chargé de production. Et on a créé un fichier qu'on a appelé Géocarto pour essayer de bien surveiller. Moi, je suis très visuel, j'ai besoin d'avoir... Donc avec les camemberts, les trucs comme ça, alors il y avait donc Paris pour Sacre Bleu, Valence avec les astronautes qui ont eu un peu un rôle de maître d'ouvrage, et Benoît Chieux, le réalisateur, vit à Valence, il est basé là-bas, Marseille avec le studio, Strasbourg avec Parangon, à Bruxelles on a eu 2 partenaires, Squarefish pour l'animation et l'Enclume pour le compositing et Gaoshan pour l'animation. Donc, je suis même arrivée à 8, je crois. Ah non, c'est parce qu'il y en a 2 en Belgique. Oui. Et donc, de savoir qu'il y a tant de dépenses à tel endroit, moi je disais, mais c'est comme, voyons comment on va découper le poulet pour pas faire de charpie. Donc, il y a tant de centaines de milliers d'euros à tel endroit, quelles sont les compétences à cet endroit, donc on se retrouve, c'est ça que je trouve aberrant, c'est pour ça que je ne voulais pas travailler sur des productions aussi éclatées pour moi, et c'était la démarche dans la création d'effets spéciaux, ça marche sur la tête, et finalement de ces systèmes, c'est comme l'intermittence, qui sont vertueux au départ, finalement, ça se retourne, où pour réussir à financer un film, on se retrouve avec tellement de partenaires qu'en termes de fabrication, ça peut être préjudiciable pour le film. Donc pour moi, on arrive un peu à la fin d'un système. Enfin, je radote, ça fait un moment que je dis ça, puis ça se finit pas. Mais c'est très complexe. Ça veut dire qu'encore plus qu'avant, c'est vraiment l'argent qui impose de travailler de telle ou telle manière. On a les moyens d'embaucher, je dis n'importe quoi, 10 personnes pendant 6 mois à Marseille. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va leur faire faire sur le film? Et donc, en gros, c'est pour ça que je le raconte dans ce sens-là. Il y a ces règles du jeu. Et ensuite, mon rôle, et je ne travaille jamais seul, hein, donc là j'ai cité Théophile, mais après, pour les recrutements, c'est pareil. Benoît et son assistant Titouan Bordeaux, génial, et Suzanne, la directrice d'animation, recruter les personnes. Eh bien, avec eux et elles, moi je définis combien de profils, quel profil, et j'étais moins à l'aise avec l'animation 2D, c'est de l'animation 2D sur Sirocco, et moi mon expérience, hein, tu l'auras compris, elle est vraiment plus sur la 3D. Mais j'apprends sur chaque projet, et puis c'est pour ça que de toute façon, même parfois la directrice de production, ou à la direction de production, on peut travailler dès le devis, mais c'est vrai que c'était Nicolas, le copain, qui m'a repassé le bébé, qui avait travaillé là-dessus. Mais parfois, on peut bosser dès le chiffrage du film. Mais en tout cas, là, avec l'équipe artistique, moi j'aime à dire, la direction de production, c'est vraiment la cheville ouvrière entre donc, la production, dont je vais prendre le cadre. On a combien de temps et combien d'argent pour fabriquer ce film. Donc avec la production, la réalisation, donc c'était poste artistique, réal, assistant réal, directrice d'animation, mais chef déco, direction artistique, enfin ces postes-là, c'est l'esthétique du film, et puis la fabrication.
Donc, ça va être les équipes qui, concrètement, les équipes techniques qui fabriquent. Donc, c'est les infographistes, les graphistes ou les artistes, enfin, non, je vais dire graphistes plutôt, et aussi les équipes techniques qui font les tuyaux et les, euh, Oui. les livraisons, les vérifications, ces choses-là. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est que finalement, du début, du premier au dernier jour, d'encadrer les équipes et de faire en sorte qu'on soit bien tous en train de fabriquer le même film et qu'on parle le même langage, qu'on se respecte les uns les autres. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de plus important parce que je m'occupe d'argent ou plus important parce que je m'occupe d'artistique, etc. Et, euh, et que ce soit vraiment voilà, un travail de collaboration où tout le monde, y compris producteur, réalisateur, se met au service du film Mhm. dans le cadre. Donc voilà, je mets de l'huile. Et là où c'est complexe, c'est voilà, quand on a fait beaucoup de visio, parce que moi, c'est vrai que le bonheur d'être sur Azur et Asmar ou les Contes de la Nuit où on est tous dans le même bateau et puis je peux faire l'horoscope, la météo le matin, les anniversaires à la pause Mhm. goûter. Bah, il n'y a pas ça. Ça peut Oui. être reposant pour les équipes qui savent que je suis bavarde et que je joue du kazoo. Néanmoins, quand il y a 6 lieux, 7 lieux, bah, il aurait fallu se baser où? Oui, c'est Euh, ça, dans tous les cas, on n'est pas on au a même endroit. on Mais a des visios, voilà, c'est vrai que régulièrement. c'est de plus en plus le cas là-dessus, parce que par exemple, il y a une vidéo que j'ai tournée qui va sortir bientôt là avec Jérémy Perrin et Anne Galvez qui sont sur Mars Express. Et il y a aussi ce truc de production un peu éclatée à différents endroits. Et donc on a parlé un petit peu de ce truc-là, justement de comment superviser sans être au même endroit, avec aussi Gaoshan à La Réunion, etc. Et je sais pas s'ils avaient d'autres pays, je crois que c'était uniquement la France, mais c'était quand même 4 ou 5 endroits différents. Et à chaque fois, il faut un superviseur, une superviseuse, en tout cas quelqu'un qui dirige un petit peu là-bas, pour Oui, ensuite aller vers la supervision principale. Enfin, il y a tout un truc de logistique en fait qui bah est oui, pas ça facile. multiplie. Comme tu dis, ça Ouais, c'est ça. multiplie les postes de supervision, direction technique. Il faut avoir des personnes qui accompagnent les équipes à chaque endroit, tout à fait. C'est ça. Et je sais que Michel Oslo, on a démarré sur Azur et Asmar, il était heureux comme tout parce que il terminait le deuxième Kirikou. Alors chaque fois il disait je suis absent mais parce que je vais chercher de l'argent pour Azur et Asmar. Ouais. Et sur le premier, sur Kirikou et la sorcière et sur Kirikou, je crois que c'était les bêtes sauvages, le deuxième, ça a été fabriqué dans plusieurs endroits, mais pas du tout avec les outils qu'on a aujourd'hui Mm. et avec des difficultés de langue. Sur Kaena, il y avait 30% de l'animation qui avait été fabriquée à Montréal. Donc quand il y a en plus du décalage horaire, Mm. où Michel me racontait, je ne sais plus si c'était en Roumanie ou mais des fois c'est en Asie, en Europe de l'Est, quand tu as aussi le décalage de la langue, pour être Ouais. bien sûr d'être compris. Et Michel me racontait, c'est une horreur. Il dit si je valide pas, ils sont pas payés. Donc ça peut. Là, franchement, sur Sirikou, on n'était que entre francophones, un décalage de 3 heures avec la Réunion, avec Gaoshan. Et puis moi, Arnaud, je le connais depuis très longtemps. Et puis Mm. avant ATI aussi, né de la même génération, des crinières blanches. Donc Il y a une vidéo d'ailleurs avec lui où oui, il parle de la création de Gaoshan, oui, etc. j'ai sur la chaîne. commencé à regarder. J'ai commencé à picorer Oui. sur ta chaîne. Et je trouve ça formidable de, de me faire parler, de mettre la lumière sur des métiers. J'ai regardé la personne assistante réelle sur une série, Mhm. enfin, des métiers. Et je trouve ça bien parce que les jeunes, j'intervenais à la fac ou dans différents endroits, on connaissent que les métiers phares Ouais, c'est ça. et savent pas forcément ce qui se cache derrière d'autres qui Et qu'il y sont a peut-être peut-être moins. une place dispo pour quelque chose qui leur plaît plus en fait dans ces métiers-là, quoi. Oui, parce que parfois dans les promos d'étudiants, il y en a qui sont plus à l'aise pour organiser le Mm. planning, donc il y en a qui ont comme ça des affinités. Ouais. Donc voilà, finalement, alors en même temps, là, moi je termine, j'ai travaillé pendant 2 ans sur Sirocco, et puis j'ai enchaîné avec Flo, qui sortira l'année prochaine. Et
à la fin, là, je me disais, bon, quand même, les visios, c'est quand même moins sympa, même si je peux Mm. rester à moitié en pyjama. Mais quand même, moi, j'aime beaucoup le travail d'équipe. C'est vrai que après mon départ d'effets spécial, j'avais quand même envie d'aller un peu dans ma grotte et de laisser passer un peu de temps pour recroire à nouveau en l'humain. Mais là, alors j'ai plein de captures de visio, plus ou moins nombreuses, avec les différentes réunions où j'ai comme ça des souvenirs, mais les quelques fois où je suis allée, par exemple, chez les astronautes, qui est une magnifique équipe au sein de la cartoucherie. Wow, c'est quand même chouette Oui. de casser la croûte ensemble le midi, de se raconter des bêtises. Et donc peut-être que je vais, euh, je vais envisager de retourner dans des équipes ou à voir. Oui, puis c'est par période, j'imagine aussi, de avoir un moment de pause et de recul, comme tu dis, un peu différent, et ensuite on y retourne, et puis peut-être qu'après on repart. Enfin, ça peut être un peu des Mais- cycles comme ça, quoi, dans une Parce que carrière. oui, et moi j'avais, oui, mais j'aime ce rythme du long métrage en fait. Moi je suis un peu diesel où c'est euh, et le fait à ce type de poste, mais bon la réalisation pourrait me plaire aussi, hein. En vrai c'était ça que je voulais faire Mm. et j'ai pensé être un an assistante réelle sur Kaina. Donc je vais comprendre parce que souci de légitimité, moi comme je venais d'ATI, j'ai pas fait d'école de cinéma, tout ça, je ne sais pas. Je vais apprendre en observant tout ça. Et au secours, co-réalisation où déjà les deux coréas n'avaient pas forcément la même vision, la même sensibilité. Donc il y avait du bras de fer à cet endroit-là, bras de fer avec la production, avec les coproductions, où le coproducteur japonais refuse les dreadlocks en demandant des cheveux plus normaux. Mm. Et le fax arrive à l'époque, j'ai souvenir, c'était un fax arrive, et Chris Delaporte, il est métis antillais, tu vois, des cheveux plus normaux, il voulait des cheveux lisses et pas des dreadlocks. Et quand je vois que finalement, je comprends à ce moment-là que la réalisation, c'est se battre constamment, Ouais. je dis, bon, bah, finalement, Ça je a pas l'air vais, facile, ouais. bah, avec les années, là aujourd'hui où j'ai 30 ans de plus, bah, j'ai envie de retourner voir de ce côté-là pour... ça dépend du type de film. J'ai l'impression que Ouais. plus il y a d'argent, plus c'est compliqué. C'est possible, ouais. Et qui a le final cut quand on dit, tu vois, si tu as des coproducteurs importants ou tel donne tant d'argent et donc pouvoir mettre son grain de sel, Mm. je pense à nouveau qu'il y a d'autres façons. Là, sur Flow, c'est une configuration très différente. Bon, c'est un auteur très différent. Mais après, sur Sirocco, c'est aussi... euh, moi, j'ai vraiment aimé travailler avec Benoît, qui est un auteur, comme dans le même esprit que Michel Oslo. Et ce que je disais pour les films de Michel sur lesquels j'ai travaillé, Sirocco, pour moi, c'est magnifique histoire. Voilà, c'est très bien écrit. Les personnages sont très beaux. Les couleurs, la direction artistique, les couleurs sont juste sublimes. Donc moi, voilà, c'est important pour moi de me mettre au service d'un projet auquel je crois et de Mhm. faire en sorte que il se passe le mieux possible. Et donc là, je pense que j'ai pu ajouter et de mon tempérament et de mon expérience pour faire en sorte que toutes ces équipes travaillent bien sur le même film et les mêmes objectifs, les mêmes délais. Donc avec Ouais. plein de documents partagés, avec vraiment l'aide cruciale de Théophile, on a vraiment travaillé tous les deux. Et avec donc des plannings partagés, avec aussi Fanny de chez les astronautes, on a parce que tu sais, il faut traduire, enfin, le budget, on le traduit vraiment, c'est des trucs d'apothicaire en quota d'animation. Combien, par exemple, pour l'animation, mais c'est pareil pour la fabrication des décors, etc. Mais on doit tout calibrer pour faire un planning prévisionnel. Mm. Et chaque personne doit animer,
tu vois, 3 secondes, 4 secondes par jour, ce qui veut dire un nombre de secondes validé. Ce qui veut dire qu'il faut avoir eu le temps de soumettre un premier jet, de corriger. Donc, on fait des projections comme ça pour bien vérifier qu'on va réussir à fabriquer le film. Et il y Et a d'ailleurs, eu... tu parlais de la différence, enfin, que tu n'avais pas l'habitude de la 2D. une- Et comment comment elle se traduit cette différence-là dans ton métier à toi, dans l'organisation, si c'est de la 2D ou de la 3D? Ah, tu sais, comme moi, je viens vraiment de la 3D, de la fabrication et même d'ATI, où je vais avoir l'initiative ou l'envie de créer une moulinette quand il y a un truc Mhm. qu'on refait la même fois. Et en fait, donc dans la 3D, il me semble qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'optimiser la Oui. fabrication pour s'appuyer sur l'ordinateur, tu vois, et de dire, OK, on va arranger les choses comme ça, on va les nommer comme ça, on va les chercher automatiquement. Et en fait, j'avais travaillé juste sur un court-métrage, enfin 26 minutes en 2D, et où, mais avec tout le respect que j'ai pour les gens qui travaillent, mais je trouve ça tellement archaïque parce que tu te retrouves à, faut dessiner plus vite. Après, les gens, ils vont se faire opérer des poignets. Enfin, tu deviens esclavagiste. Mhm. Alors, on a beaucoup travaillé sur Sirocco parce que, au final, Ron a pris beaucoup de risques parce que je crois il y a eu un long temps de développement, de recherche de financement qui se compte en années au pluriel. Et donc, quand moi j'arrive, le feu vert est donné. Donc, la fabrication démarre. Cependant, ils attendent encore 4 réponses, dont le CNC. Donc, on part avec un budget espéré. Et finalement, moi, j'ai démarré l'été, il y a 2 ans et demi, l'été 2021. 21. Et donc, on démarre et paf, malheureusement, les réponses négatives tombent les unes après Mhm. les autres. Donc on se retrouve avec le constat en la veille de Noël, enfin vraiment fin d'année 2021. 21, du coup. Oui. Mélange. Je mélange. Avec un manque. Oui. Donc grosse crise. euh, Gros risque pour la production et Benoît qui vraiment s'inquiète en disant mais je ne vais pas pouvoir fabriquer le film avec si peu d'argent. Et donc, il va y avoir une phase de crise là vraiment compliquée parce qu'on a démarré, on a recruté, c'est parti. Donc, il va y avoir une phase quand même de remontage où Benoît va accepter, même s'il avait déjà travaillé pendant l'été, à remonter, à essayer de raccourcir au maximum. Et c'est Céline Kelepikis qui a notamment monté La Tortue Rouge, qui vit à Montpellier, qui va venir passer plusieurs jours avec Benoît pour essayer de raccourcir, parce qu'on est aussi sur cette Mhm. logique-là de minutes d'animation à fabriquer. Quand je dis animation, c'est l'ensemble, hein, c'est pas que Oui. l'étape d'anime. Et en même temps, sachant qu'un long plan contemplatif, t'en fais une seconde, t'en fais 10 secondes, ça coûte Oui, pas cher. c'est Donc de pareil, quoi. Oui. savoir couper intelligemment pour que ça puisse faire des économies. Donc il y a eu comme ça des moments de... Bon, ils ont raccourci un petit peu, donc sans impacter l'histoire, l'image, et en même temps intéressant parce que Benoît, comme il connaît beaucoup de choses, il sait fabriquer aussi. Ça peut être difficile aussi, quand c'est son projet, de prendre du recul. Donc ça peut être drôlement intéressant de travailler avec une monteuse. Et donc moi, tu vois, sur les différentes étapes, un nouveau décor, c'est un nouveau décor. Et en plus, moi, je trouvais Mhm. que dans sa mise en scène, Benoît, bon, il le sait, hein, c'est pas un secret, euh, on a, voilà, il y a des plans qui passaient pas parce que non-respect du modèle, tu vois. Bah, faut le dessiner. Parce qu'une Mhm. fois que tu as modélisé ton perso en 3D, bah, il respecte le modèle. Même s'il y a Oui, des c'est ça. angles, parfois avec Michel, sur Azur et Asmar, Azur, on savait très bien, toutes les équipes savaient qu'il y avait un angle où il n'était pas beau. Tu vois. Mhm. Oui. Tu sais, Mais il disons n'était qu'il y a juste pas... un truc à bouger, entre guillemets,
Il n'y a à pas besoin de transformer. refaire complètement le Oui, dessin, c'est ça le oui, truc. voilà. Et même si, voilà, je te dis, quand il a fallu passer des dessins de Michel au modèle d'Azur, et ben, tu vois, tu tournes Hmm, comme ça. Ah non, là, ça va pas. Alors tu bouges. Ah, mais là, ouais. ça va plus. T'as pas un Ou dans la modèle façon de parfait. tourner la tête, ou Voilà. est-ce qu'on met de face ou non, etc., etc., Et quoi. le dessin, du coup, le dessin, tu redessines. Il y a toujours un beau profil. Et c'est Ouais. pas tu vois, une justesse du tour de potier. Et donc là, il y a un respect du modèle où les personnages sont réalistes. Tu vois, il y a des mains, il y a des. Tu mets la main comme ça, tu as des raccourcis, des Ouais. perspectives. Même si elles sont fausses, n'empêche qu'il faut que ça fonctionne, il faut savoir les dessiner. Et il fait des mouvements de caméra, des angles de caméra très marqués et des mouvements de caméra parfois qui rendent l'animation difficile. Les Mhm. personnes qui ont travaillé sur l'animation de Sirocco, c'est de la très belle animation. Ces références, voilà, Miyazaki a été cité, c'est très beau. Tu as vu des images, toi, du film J'ai pu le voir à Annecy, ouais, Tu as donc je vu l'ai le vu film? complet, hein. Ouais. C'est de la belle animation, mais c'est Hmm. très exigeant. Et malheureusement, comme on manquait d'argent, on manquait de temps aussi. Donc, on est allé pour essayer d'optimiser, se dire à quel moment on fait de l'anime avec un pas de deux. Tu sais, on fait un dessin sur deux. Mhm. Pour 24 images pour une seconde au cinéma, on va faire 12 dessins. C'est pas tous des poses clés, mais parfois, est-ce qu'à des endroits, on peut en faire un sur trois, parce que le mouvement est rapide, etc. Donc, on va aller essayer d'économiser des dessins, tu vois? Oui, tout en gardant un style Oui, qui reste exactement. bien rythmé, fluide, Exactement. et au final, on voit pas ce compromis, je trouve, en tout cas dans le film, parce que ça devient juste l'identité de l'animation, quoi. Ben, ça a été vraiment ce travail de funambulisme, de Mhm. réussir à avoir une grande exigence tout en ayant peu de pétrole. Ouais. Et, et pareil, tu vois, chaque décor, si c'est un nouveau décor, si, eh ben, il faut le dessiner, le mettre en couleur. Donc, il faut essayer de trouver comment rentrer, voilà, rentrer dans le cadre. Et c'est là où moi, et je vois la différence parce qu'en ayant finalement enchaîné sur un film 3D avec Mhm. Blender, avec là l'inverse, un auteur, ça me ramène vraiment à Kaina, très très innovant, où là vraiment on a dû inventer une façon de fabriquer l'anime pour lui parce que il a une manière de s'y prendre vraiment inédite pour moi. Et c'est quoi justement cette manière de travailler? Parce que je crois qu'il y a peut-être une ou deux images de Flow quelque part, je sais plus, sur le site, mais je pense avoir déjà vu quelques choses qui sont déjà Oui, montrées. Ouais. Gins a fait un work in progress à Annecy aussi. En fait, moi, ce qui me passionne, c'est qu'il est. Euh, c'est comme s'il avait tout son film quasiment dans une scène, tu vois. Il est vraiment. Il plonge dès le début dans le logiciel, dans la marmite, dans Blender, dans le robot mixeur. Et donc, je crois qu'il n'avait même pas de scénario, mais bon, passons. Pas de storyboard. Et finalement, ce va appeler l'animatique, ce qu'on va recevoir comme un animatique, bah, c'est comme une prévise ou un layout Mhm. 3D déjà, parce que lui, il crée. Donc, tu vois, il va fabriquer. Et alors, je ne sais même pas s'il passe par des étapes, tu vois, des cubes, des formes primitives, parce que tu as le décor, et en fait, donc il y a des unités de décor. Je m'en suis rendu compte quand j'ai vu comment il nommait les plans en surimpression sur l'animatique, le premier qu'on a reçu. Et donc, il est dans la ville engloutie, je dis n'importe quoi. Donc, il est dans cette unité de décor-là, comme si tu étais sur un plateau, et Mhm. il a plusieurs caméras dedans. Hein, ok. Et il va maqueter l'action qui se passe. Et donc, le nom, tu vois que tu as le nom du décor. Ensuite, tu as le nom de la caméra. Tu as quelle version. Et tu as le range. Je prends l'image de 512 à 728. Waouh. Ouais, c'est ça, et ça passe de caméra en caméra, ensuite il fait un animatique 3D directement, Et, quoi. et parfois, il peut s'autoriser de regarder quand même comment ça serait avec l'autre caméra.
Il vérifie Mhm. dans le montage. Donc, c'est un peu comme s'il était sur un tournage direct, tu vois, ou un tournage de cinéma, mais où il peut constamment reprendre. Donc, donc ça c'est le principe. Mais il va constamment pouvoir changer le décor, changer la lumière. Et nous, notre rôle avec Sacre Bleu, ça va être de faire l'animation. Donc, à nouveau, c'est Mhm. l'endroit où il se sent pas assez à l'aise. Et donc, on va faire ça. Et au départ, il pensait réinjecter l'animation dans ses fichiers. Alors déjà, nous, on reçoit les scènes, c'est juste infernal, c'est trop lourd, on n'arrive même pas à les ouvrir. Et puis on se rend compte, on pensait que le layout était déjà fait, mais on va faire un layout anime où on garde que ce qui est nécessaire et pas tout, tu vois, Ouais, ouais. tout le quart de régie, le pylône électrique, tout. Non. Et finalement, donc au début, et on se rend compte qu'il a pu déplacer, faire des choses, enfin il a son univers. Et quand on se retrouve à l'échelle de l'animation, on ne comprend pas où on se trouve. Et donc finalement, au départ, il devait réinjecter l'animation dans ses fichiers, et il ne va pas faire ça, parce que c'est la première fois qu'il bosse avec des équipes Gins. Il avait Mhm. fait un long métrage tout seul avant. Donc moi, j'ai fait beaucoup de pédagogie avec lui, mais comme à l'époque avec Michel Oslo pour la 3D, c'est ce que j'adore. Euh, et donc finalement, il va repartir de nos fichiers, tout légers, dans lesquels il va importer ses décors, Ouais. ses lumières, parce qu'on va garder sa caméra, le personnage et les zones de contact, tu vois. Et sur un long métrage, en moyenne, tu as 1200 plans. Et là, dans Flow, il y en a 300. Donc, Ouais. des plans très longs. Je crois que le plus long fait 4 minutes et demie. Tu vois, des plans Ah font ouais. plusieurs minutes. Et toujours caméra embarquée, caméra qui bouge et embarquée. Donc un peu le contraire de Michel Oslo qui fait des caméras fixes, une mise en scène très théâtrale. Mhm. Donc on s'est retrouvé à créer des équipes d'animation sur des plans. Il va y avoir 2, 3, 4, jusqu'à 5 personnes qui vont animer dans le même plan, qui peut faire 3 minutes. Donc là, comment on organise Mhm. ça, comment on répartit le travail, comment on retrouve tous les morceaux et on livre ça. Et ça, moi, c'est ça, voilà, c'est ça qui me passionne. J'ai l'impression de constamment continuer mon doctorat sur des cas concrets et de films d'auteurs, d'autrices. Voilà. Ouais. Donc ça, ce film-là, tu disais qu'il sortait l'année prochaine, il est encore en Là, cours, on est en j'imagine, train, de alors, production. on est en train de terminer l'animation, vraiment à quelques jours. L'animation se termine fin de semaine prochaine. Comme il a tout prévu en temps réel, le rendu C'est ce que j'allais va, demander après. Ouais. voilà, le rendu va suivre parce que là, dès qu'on lui livre les animations, il les vérifie, il ajuste les lumières. Enfin, il fait tout en parallèle, tu vois, puisqu'il est Mhm. déjà dans son univers. Et donc, le film devrait être terminé de fabriquer cette fin d'année. Le projet de Ron Sacrebleu est de l'envoyer au Festival de Cannes, qui n'aime pas vraiment l'animation, mais va savoir. Et donc voilà, à partir du moment où il sera envoyé à Cannes, il sera fini. Et je ne sais pas quel est le choix, la stratégie des distributeurs sur la sortie France et internationale. Donc à partir Ouais. du printemps, le film existera et je ne sais pas quand ils voudront le mettre sur les écrans. Ok. Et c'est quoi un peu l'histoire ou Oh, l'univers de ce film-là? c'est un propos qui est super aussi. Il y a la montée des eaux, un raz-de-marée. Et donc le personnage principal au début, voilà, c'est un chat qui ressemble un peu à Gins Zilbalodis, qui est plutôt solitaire, casanier, et qui va se retrouver embarqué dans une petite coquille de noix avec 4 autres animaux principaux, un chien, un capybara, un lémurien et un grand oiseau serpentaire, tu sais, ceux qui attrapent les serpents avec leurs griffes Hmm. comme ça, un échassier. Et Ouais. donc, ils vont se retrouver là-dedans parce que l'eau monte à une vitesse et c'est incroyable. Il n'y a pas une ligne de dialogue. Et dès l'animatique, moi, quand j'ai regardé, il fait
euh, 80 minutes et embarqués dans leur aventure et ils vont voilà, essayer de s'en sortir au milieu de ce paysage. Alors, il n'y a pas une seule enfin, présence humaine. Il y a une ville, des vestiges d'une ville. C'est très, très beau. Objectivement, c'est très très beau. Et je trouve, parce que moi je garde présent, voilà, ma formation initiale, c'est pour moi la première fois que je vois une narration 3D. Euh, ce film, il est vraiment, la mise en scène de Gins, elle est vraiment en 3D. Ouais. Tu vois ce que je veux Ça rend dire? curieux. Ouais, je vois. Oui, oui, oui. Oui. Et par rapport à l'utilisation justement de Blender, est-ce que les gens qui viennent travailler sur le film sont déjà justement des habitués de ce logiciel-là? Ou alors est-ce qu'il y a aussi le côté un petit peu apprendre à l'utiliser pendant qu'on est sur la production? Parce que je sais que des fois ça peut faire un peu, peut-être un peu peur ce truc-là de est-ce qu'il faut que je connaisse l'outil parfaitement avant d'entrer dans une production? Est-ce que ça va être rédhibitoire de pas le connaître ou des choses comme ça? Comment ça se passe là pour que les Oui, gens alors sachent? c'est vrai que à part ces deux formations, la ATI à Paris 8 et puis là à Montpellier 3 qui l'enseignent, il y a des écoles qui commencent à Oui. s'y mettre aussi, hein, je crois à Avignon, l'école des nouvelles images, où ça commence à venir. Mais à l'époque des faits spéciales, moi j'avais créé la Caravane des Faits, qui était la branche formation avec la création d'une mallette pédagogique qui Mhm. permettait, avec 6 portables dedans, d'aller former à Blender dans des entreprises, dans des médiathèques. Mais c'est un volet, je crois, qui n'a pas été conservé. Donc ça, c'est vraiment très important, même si le fait que ce soit un logiciel libre, qui ait une très grande communauté très réactive et beaucoup de tutos, ça permet quand même de s'y mettre. Et moi, j'adore ça. Ça fait apparaître des profils qui sortent de nulle part ou qui ont fait d'autres choses ou qui n'ont pas les moyens de faire des écoles. Et ce qu'on a décidé de faire, donc moi, sur Flow, j'ai sollicité donc ce fameux Christophe Seux, qui avait fait la Colo Blender, et Léo, un autre diplômé d'ATI, qui avait fait son premier stage sur les contes de la nuit. Donc Léo en directeur d'animation. Et Christophe, au début, il avait un creux un temps calme, un moment calme Mhm. chez Autour de minuit, donc il a pu nous filer un coup de main sur le imaginer le pipe juste pour l'animation. Et avec Léo, on a décidé de faire un test d'animation, de mettre en place un test d'animation œcuménique. On a fait un test en Maya et un test en Blender pour Ouais. vraiment recruter les personnes sur leur talent et sur leur sensibilité. Donc c'était vraiment, tu vois, des personnes qui soient à l'aise pour animer des animaux et des quadrupèdes, et dans un style, ils ont appelé ça naturaliste. Donc c'est pas Mhm. réaliste, mais c'est surtout pas cartoon, tu vois. Ouais. Donc c'était vraiment ce recrutement-là. Et donc dans les personnes qu'on a recrutées, il y avait de tout. Donc moi j'adore. Une grande mixité, qu'elle soit de genre, d'âge, de formation. Donc, tu vois, d'autodidacte ou de cette formation-là géniale mise en place par Guillaume Éloin. Tu sais ça, cette école un peu comme l'école de la seconde chance. Tu vois Ça me dit ça? quelque chose, Voilà. ouais. Ouais. Donc, des personnes qui, pendant 6 mois, vont apprendre l'animation et qui peuvent venir de partout. Donc, on a 2 membres de l'équipe qui ont été formés à cet endroit-là. Et donc jeune, vieux, Maya, Blender, débutant, Mhm. senior. Et on a mis en place, j'ai un copain de Marcel qui a longtemps dirigé les Gobelins, c'est des semaines d'intégration. Et on a mis en place une semaine d'intégration à Marseille pour justement, avec la complicité d'un autre diplômé ATI, Philippe Giffard, qui est formateur Blender à Montpellier. Et on a monté le programme avec lui, donc pour essayer de faire, il y avait 2 salles, une quinzaine de personnes. Les personnes qui connaissent déjà Blender vont découvrir les personnages, les rigs, ce film-là. Les personnes qui ne connaissent pas Blender vont d'abord retrouver leur marque sur l'interface, Mhm. parce qu'au final,
bah, justement, la Colo Blender en 2013, je crois que ça a été la version de Blender, je ne sais plus quel numéro elle portait, où ils ont fait un tel changement sur l'interface que ça se mettait à ressembler à Maya. Et Je donc, pense que ça devait être les. Je sais pas si c'était déjà la 3.0 à ce moment-là, c'était sûrement 2 quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu un. avant, voilà, avant, Ouais. l'interface était tellement différente, la philosophie tellement différente que les gens avaient beaucoup de mal à faire le pont entre les deux. Parce que je Alors que sais que de mon là, côté, je l'ai utilisé à partir de 2006 ou 2007. Donc j'étais tout jeune à ce moment-là, j'avais 10-11 ans sur les ordis de l'école et tout. Et donc il y avait vraiment ce truc de ça fait peur au début, parce qu'en plus c'est en anglais, etc. Il y avait des difficultés comme ça, et c'était beaucoup plus de gros boutons, j'ai l'impression, avec des termes qu'on connaît pas et tout quand on arrive ouais, dessus. Maintenant ça m'a l'air un peu plus harmonisé, même juste les choses sont un peu plus cachées, les choses plus complexes, et les choses faciles sont un peu plus accessibles et tout. Donc il y a tout un truc comme ça parce qui, que qui c'était rend très ouais. ingrat la 3D. Avant d'obtenir la moindre image, tu devais vraiment subir tellement de choses. Maintenant, il y a peut-être plus une grande part pour l'intuition. Et, En tout cas, oui, si quelqu'un commence Blender maintenant, c'est tellement plus, et c'est puis, tellement mieux fait qu'à l'époque, en tout cas, oui. il y a tellement de tutos aussi. Et puis là, on faisait de l'animation. Donc, tu vois, pour des gens qui savent animer dans Maya, par exemple, eh ben de retrouver Oui. leur réflexe, leur façon d'animer dans Blender, c'est pas si dur. Il suffit de quelques jours. Et moi, là, c'était vraiment mon souhait que les gens n'aient pas à se débrouiller avant pour se former Hmm. ou se débrouiller sur le terrain et en ayant déjà des objectifs de Ouais. rendement Fais quand ton même. plan et apprends en même temps, ouais. Donc on s'est dit la première semaine, et c'est l'occasion aussi de se rencontrer, de se connaître, de découvrir le projet. Et Léo souhaitait absolument, parce que Léo, il est animateur 2D, animateur 3D, il connaît Blender, il connaît Maya. Donc, Hmm. il est quand même très, très boule à facettes. Et il voulait Je absolument crois qu'on n'a qu'on pas dit aille. son nom complet. Moi, je les Léo note les noms à chaque Silly fois. Pellissier. Léo Ok, Silly Pellissier. je pourrais le Et, noter. euh, et donc, il voulait aller au zoo. Donc, on a fait une journée. Il est assez excentré de Marseille, le zoo. Donc, on a fait une sortie au zoo où on a pu voir les lémuriens, le capybara Hmm. qui dormait tout le temps. Donc, on disait, bah, oh, qu'est-ce qu'on va animer un Ouais. capybara? Ça bouge pas. Il voulait lui jeter des trucs. Mais enfin, donc, on s'est fait une espèce de sortie scolaire. Moi, j'aime assez ça. C'était comme la colo Blender. Et cette semaine-là a permis, voilà, à tout le monde. Alors après, ça a pu pester un peu à certains moments parce que la difficulté qu'on a eue, enfin moi, je vais dire à mon niveau, c'est qu'on est sur du film d'auteur assez expérimental dans la façon de fabriquer. Et en même temps, c'est du long métrage. Donc, à quel moment on prend le temps quand même de faire un petit script? Hmm. Ça vaut le coup d'automatiser ou en fait, non, on a 6 mois d'animation. Il vaut mieux faire du cas par cas. Donc, il y a eu des fois où c'était un petit peu dur d'arbitrer si valait mieux prendre le temps de mettre Ouais. en place une routine ou si finalement chaque plan est un cas particulier et tu vois, on va faire un script et puis finalement il va pas marcher sur beaucoup de Hmm. plans. Ouais, Donc c'est c'est ça. ce genre de... Ouais. S'il y a un truc qui est trop spécifique quelque part, enfin, il y avait un peu cette discussion-là avec Félix David aussi, qui fait la Mm. pipeline 3D à Normal Animation, sur ce truc de si on. Ils essayent de faire aussi des scripts qui peuvent ensuite être partagés, qui pourront Oui. servir dans d'autres productions. Donc il y a toujours en tête ce côté, faut pas que ça serve juste dans notre plan numéro 4 et après on le jette, quoi. Mais tu sais, le risque, c'était une partie aussi de mon approche dans ma thèse, c'est que si on a envie que ça serve, c'est le danger du formatage en fait. Hmm. Euh, quand on, quand on essaie d'uniformiser pour que ça puisse être partagé, réutilisé, il y a le risque de dire ah bon on va raboter un peu, on va Hmm. donc c'est Ouais. toujours bon moi c'est la sagesse des années aussi trouver où mettre le curseur entre euh,
il faut qu'on puisse répéter l'action. Et c'est un film d'auteur, et donc à chaque fois, on est sur une logique de prototype. On découvre le film, on doit faire des choses inédites, mais Ouais. sans réinventer la roue. Oui, c'est ça, C'est c'est tout le truc. Je pense que, de toute façon, la plupart des discussions qu'on a, je pense que ça se résume aussi à faut trouver un équilibre entre à la fois pouvoir le faire au niveau des financements, mais en même temps que ce soit artistiquement ce qu'on veut, mais que ça puisse à la fois plaire à des gens, mais en même temps ne pas froisser la vision qu'on avait. Enfin, c'est que des trucs d'équilibre tout le temps, oui, quoi, finalement, pour réussir oui, à avoir quelque chose qui nous plaise, mais qui en même temps parle aux autres et tout ça, quoi. oui. Et moi, au final, c'est quand même l'humain, Mhm. c'est-à-dire que le cœur batte la, la chamade, Mhm. quand on fabrique, qu'on ait plaisir à fabriquer ensemble, qu'on se rappelle de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, mais comme tu dis, qu'on pense aussi à qui on va montrer, raconter cette histoire, que ça fasse plaisir aussi aux gens qui vont regarder. Donc, comment on utilise tous ces outils magnifiques à notre service pour qu'on ait encore plus de plaisir à travailler, en fait. C'est vraiment des outils et qu'on ne se retrouve pas asservi par l'argent, asservi par les ordinateurs, asservi par un calendrier de distribution, de sortie. Mhm. Voilà. On est les plus importants. Nous sommes les plus importants. Nous avons des grands cœurs qui battent. Et comment on s'organise avec l'intelligence du cœur pour fabriquer ces projets vraiment audacieux et magnifiques et qui puissent aller rencontrer leur public. En fait, c'est ça. Tu vois, quand tu fais un bon plat, finalement, tu vois, faut pas qu'on sache pas forcément trop la recette, même si c'était le chaos en cuisine, qu'on a Ouais. trouvé une solution au dernier moment, ou bien, voilà, c'est un spectacle magnifique, faut pas que ça sente la chaussette, la sueur, le sang. Et on offre un spectacle Mhm. à nous de bien nous organiser pour qu'on s'amuse bien en coulisses, qu'on apprenne des choses, qu'on s'entraide. Il y a eu, voilà, c'est des belles rencontres aussi, toutes ces équipes, que ce soit sur Sirocco, sur Flo. Moi, j'ai adoré rencontrer aussi Sacre Bleu et Ron Diens, qui est un producteur qui vraiment prend des risques. Il a une filmographie incroyable avec des courts-métrages, des longs-métrages qui sont Mhm. extraordinaires. Ouais. Donc, c'est, tu vois, à chaque endroit que chaque personne y mette du meilleur d'elle pour que tout ça existe. Je pense que ça peut être un peu la conclusion de Après, ce voilà, moi, message-là. je pense que je vais changer de métier. Je Ouais. pense que là, avec ce dernier film là sur Flo, je pense que c'était fabuleux de faire la direction de production sur ce film-là, mais j'ai envie de retourner vers mes premiers rêves. Et Mhm. j'ai repris la souris hein, avec Blender, justement. J'ai pu Ouais. reprendre la souris et voilà, j'ai envie de retourner vers des choses plus personnelles et artistiques aussi. Mais ça reste quand même la conclusion du cœur, faire des choses avec cœur. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis si un jour t'as, je sais pas, un projet à partager ou que tu veux montrer des trucs avec Blender ou quoi que tu voudrais partager aux gens, bah Mm. t'es bienvenu pour revenir discuter avec Non, plaisir de tout ça, quoi. mais c'est super. Merci beaucoup, Benjamin. Et je redis au micro, c'est vraiment super de partager cet aspect-là aussi. C'est comme les tutos pour les logiciels, et ce que tu fais aussi, mais de raconter aussi comment des dizaines ou parfois des centaines de personnes s'organisent pour travailler sur des projets. C'est tout aussi important aussi d'avoir conscience de ça. Oui, c'est ça. Et puis de se rendre compte qu'il y a plein de parcours différents, plein de façons différentes Mm. d'arriver dans ce métier, etc. Que si on n'a pas fait une école, c'est pas forcément dramatique et encore moins si on n'a pas fait la bonne école. Parfois, j'ai des commentaires un peu de j'ai pas été pris dans telle école, donc c'est terminé. Je lui dis bah non, non, pas du tout. Donc il y a plein d'autres possibilités, etc. Et de donner un petit peu le côté à la fois concret de ça se passe comme ça et aussi de l'espoir de bah en fait c'est possible, on peut même faire des choses en solo, etc. Enfin, Oui, tout est faisable quoi j'ai finalement. vu des numéros où tu montrais comment faire son book, etc. C'est vraiment,
faut écouter son cœur, hein. Il n'y a pas deux parcours identiques. Et, euh, et je vais faire ma vieille, ma vieille routière, mais il y a tellement de projets aussi, et il y a tellement de possibilités d'initier des choses à sa propre échelle par rapport à, voilà, aux années 90 où tous ces outils étaient balbutiants et puis inaccessibles. Donc, il faut Mm. vraiment croire en ses rêves et les réaliser, ça, incontestablement. C'est À ça. tout âge. Et à tout âge. Voilà. On n'arrête pas de rêver avec les cheveux blancs. Non, non, non. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et puis, comme je dis, au plaisir de discuter d'autre chose un jour. Ouais, merci beaucoup, Benjamin.